Voilà, bon, c'est une page qui est quand même bien pleine. Bon, on voit le titre, hein, c'est ça le principal. Transtechnologie, des humanités numériques à la technologie. J'ai une vingtaine de minutes, hein, c'est bien ça? Oui, Parfait. Alors, je vois que le système est en train de me traduire en anglais en temps réel, c'est parfait. On verra bien ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est une présentation dans le cadre de la méthodologie transdisciplinaire, dont il a été un petit peu question à la table ronde précédente, juste avant le souper. Donc, le préfixe trans chez nous, hein, dans la lignée du CIRET que je présente, le Centre international d'études et de recherche transdisciplinaire, comme vous le disiez, c'est ce qui est entre, à travers et au-delà des disciplines pour la transdisciplinarité et en l'appliquant la transtechnologie, ce qui est entre, à travers, au-delà des technologies que nous mettons en lien avec notre humanité. Pour nous, c'est absolument essentiel. C'est pour ça que c'est mis en gras souligné. Alors, il y a une douzaine de diapositives qui vont nous amener à dérouler cette présentation. Juste avant, je souhaitais faire une brève présentation du CIRED. Je ne vais pas tout lire. Fondé en 1987 sous l'égide de l'UNESCO, actuellement plus de 400 membres et amis, deux listes de diffusion, un conseil d'administration de 10 personnes et d'adjoints. Nous avons une collection intitulée Interface et transdisciplinarité qui existe depuis 2005 chez l'éditeur L'Harmattan à Paris avec une quinzaine de titres, une revue rencontre transdisciplinaire de plus de 26 numéros multilingues. Euh, Nous avons fait un numéro sur les polycrises, hein, j'évoquais ça avant le souper. Nous avons publié les actes, une partie des actes, le volume 4 du troisième congrès de la mondiale de la transdisciplinarité avec nos amis des éditions Plasticité. Une publication en ligne sur Terra HN, un programme qui s'appelle Transdisciplinarité, Humanisme, Éducation, Technologie, Effets sociaux. C'est un titre très très long. Je l'ai arrêté parce que sinon ça allait déborder. Nous organisons régulièrement des visioconférences. La prochaine aura lieu dans un mois. Elle portera sur le soufisme et les spiritualités anciennes et nouvelles. Nous avons donc une forte activité éditoriale, de conférences. Nous privilégions les collaborations parce que comme nous sommes une association avec très peu de ressources et uniquement des volontaires, ensemble on va plus loin, même si tout seul on va plus vite. Donc on privilégie la coopération. Euh, et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Beaucoup de projets, dont la création d'une chaire transdisciplinaire UNESCO, et puis la création d'une fédération mondiale transdisciplinaire. Alors, je vais proposer un petit fil rouge. Vous me préviendrez quand j'arriverai au bout des 20 minutes parce que j'ai pas mis le minuteur. Les trois piliers de la méthodologie, je l'ai rappelé tout à l'heure, le tiers inclus, les niveaux de réalité et la complexité, qui est l'articulation de l'ensemble. Donc je vous proposerai à mesure de cette présentation de faire attention particulièrement à ce qui figurera dans le texte en gras et en souligné. Je poursuis. Donc, le point de départ de la technologie, qui est l'union de la technique et de l'ontologique, c'est les humanités numériques. Pardon. Donc, quelques exemples en France. Ça a commencé dans les années 90 par la numérisation du patrimoine, avec l'apparition des bibliothèques virtuelles. Très vite, on s'est aperçu qu'on pouvait faire des choses qu'on ne faisait pas avec l'analogique, outre mettre des textes à disposition sur des écrans à distance, c'était de l'analyse textuelle, ce qu'on peut appeler la stylométrie. Et puis après, l'image est venue enrichir le texte avec notamment les cartographies interactives. Et la dernière étape, enfin, on a parlé ce matin de Web 1, 2, 3, 4, notamment le 2, c'est la collaboration, donc la possibilité que les utilisateurs ne soient pas simplement des récepteurs, mais échangent également entre eux et envers les communications. Ben, un des meilleurs exemples de ça que j'adore, ce sont les sciences participatives où des groupes de chercheurs et de scientifiques mettent en place des dispositifs pour que les citoyens intéressés puissent venir nourrir les banques de données. Alors, par exemple, j'avais participé pendant un moment à l'étude de la flore en ville.
donc repérer dans les interstices de bitume, au pied des immeubles, quels étaient les types de plantes qui poussaient. Et à partir de là, on prend des photos et venir nourrir une base de données pouvant ensuite être analysée. Ça nous amène à la question de la technoscience. La technoscience, c'est la convergence entre les technologies et la science. C'est pas nouveau, hein. On a parlé, on en parle moins maintenant, mais à l'époque, on appelait ça notamment les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, un joyeux mélange pouvant nous amener jusqu'au cyborg, cet être humain augmenté, dont on reparlera un petit peu plus tard. Puis, on peut parler de recherche translationnelle, c'est-à-dire que souvent, effectivement, l'innovation est créée en laboratoire, le plus souvent d'ailleurs pour des besoins militaires, et ensuite va dans l'industrie et dans le grand public. Et ben, cette chaîne de production de valeur et de dissémination s'accélère toujours plus vite, ce qui soulève des enjeux éthiques parce qu'on a un manque de recul par rapport à l'introduction de ces nouvelles technologies dans le corps social et dans les pratiques. Et un exemple, les ciseaux génétiques en biologie moléculaire, mais aussi, bien sûr, les voitures autonomes, la reconnaissance faciale, etc. Professeur Pasquier, il y a une demande si vous pouvez désactiver les sous-titres, surtout Oui, que l'intelligence artificielle ne semble pas être très intelligente et que ça perturbe l'écoute de certaines personnes. Merci beaucoup. oui. Alors, il faut juste que je trouve comment ça s'était activé tout seul. Où est-ce que c'est caché, ça? Vous Ça avez un donne un petit bon bouton exemple. orange. Mais oui, allez-y, Sarah, expliquez-lui. Merci. Pardon. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Vous avez un petit bouton orange en bas à gauche de votre présentation. Vous voyez le petit carré avec Super, CC dessus. Peut-être parfait. juste cliquer dessus. Merci beaucoup pour votre aide. Merci. Voilà, là, ce doit être bon. Mais comme Un était en train de bel le dire, exemple de collaboration. Merci, Sarah. merci. Et un bel exemple de ce qui se passe quand la machine prend la main. Je reviens sur la question des biotechnologies qui nous amène à une redéfinition du vivant. Tout ça, ça a commencé par le génie génétique, avec les manipulations sur l'ADN, débouchant sur les thérapies géniques. Et ensuite, on a carrément la biologie de synthèse, hein, c'est-à-dire comment créer effectivement des nouvelles fonctions non présentes dans la nature. Ce qui nous amène comme un type d'application concrète, bien sûr, eh ben, l'agriculture avec les organismes génétiquement modifiés, les médicaments de synthèse et même les organes artificiels. Alors c'était intéressant, je me souviens dans les années 90 d'artistes, c'est un artiste australien, Stellark, je crois, qui s'était fait greffer pour des performances un troisième bras robotique et un quatrième bras virtuel. Et il manipulait ces quatre bras sur scène avec des dispositifs de projection. Bon, et ben maintenant, on en est bien sûr pour des usages quasiment courants. Ce qui nous ramène une fois de plus aux différents questionnements éthiques, dont évidemment l'eugénisme. Un autre exemple, la réalité dans le bon ordre virtuel et augmenté, dans l'ordre d'apparition sur le marché, qui nous amène à pouvoir vivre des expériences hybrides qui vont de l'immersion totale, réalité virtuelle, avec en plus la possibilité d'intégrer les émotions, comme dans des serious games. C'était l'objet d'une présentation que j'ai fait avec mes deux collègues Michel Galop et Pierre Ligné mardi dans un autre colloque ACFAS. L'assistance médicale avec la robotique automatisée, c'est comme ça que, bon là je porte des lunettes, mais c'est des verres bleus, c'est pour les écrans. C'est comme ça que j'ai fait disparaître définitivement ma myopie, pour l'instant en tout cas, vers l'âge de 30 ans. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les cockpits des avions de chasse. Mais pour le grand public, cette réalité augmentée a percé il y a déjà pas mal de temps avec le fameux Pokémon Go qui a permis à tout le monde disposant d'un ordinateur dit intelligent de pouvoir afficher des éléments qui ne sont pas dans la réalité. Tout ça nous amène à cette fameuse notion de singularité technologique qui était évoquée également avant le souper. Eh bien, la définition, c'est que c'est le moment de basculement où les machines deviendraient plus intelligentes que leurs propres créateurs. On peut mettre ça en lien avec la période de l'Anthropocène au niveau mondial, qui est le moment où l'activité humaine impacte de façon durable et définitive les cycles naturels de fonctionnement de la planète, notamment avec les émissions carbone.
Je le disais ce matin, si on ne change rien et si on continue dans cette voie-là, dans 25 ans, pour 2050, selon les experts du GIEC, les 8 dixièmes de l'humanité seraient amenés à disparaître dues aux catastrophes climatiques et aux catastrophes écologiques et humaines qui s'en suivraient, en termes notamment de déplacement de population et de ce genre de choses. Tout ça amène donc des controverses liées à ces limites. Faut-il les franchir? Le pire, c'est la géo-engineering, hein, qui viserait à rajouter encore plus de technologies sur la gestion de la Terre, ce qu'on va appeler, ce sera un peu plus loin, Terra Numa, comment agir sur les écosystèmes, sachant que ça a des implications, bien sûr, techniques, mais aussi, surtout, énergétiques, également en termes d'opacité des algorithmes, comme nous en avons discuté. Ça amène en étape supérieure le dépassement des capacités humaines, et j'aime beaucoup cette série qui s'appelle Did You Know? Vous tapez ça dans votre moteur de vidéo préféré, Did You Know 2024-2025, et vous avez une anticipation sur les années à venir de l'impact du numérique, notamment sur les métiers et sur les sociétés. Comme le rappelait Mirella tout à l'heure, l'information double toutes les années. La moitié de nos étudiants feront dans 4 ans des métiers qui n'existent pas maintenant. Donc, comment on manage tout ça? Et finalement, c'est une accélération exponentielle, cette fameuse loi de Moore, extrapolation empirique, qui prédit que le nombre de transistors par circuit imprimé double tous les 18 mois. Donc, on a une infobésité résultant de cette progression technologique. J'en arrive au cœur et bientôt à la fin de cette présentation. Qu'est-ce que c'est que la techno-ontologie ou technontologie, qu'on peut écrire également en un seul mot? Eh bien, c'est le moment où l'évolution technique va refaçonner notre ontologie, c'est-à-dire notre dimension d'être en tant qu'être. Et là, on rentre dans la... On était dans la technoscience, on est dans l'anthropotechnique maintenant, hein, et également dans l'anthropophilosophique. Et donc, en gros, nous avons agi sur la nature pour la rendre artificielle. Voilà, c'est ça le mot que je recherchais, la terraformation, hein, la modification délibérée de l'environnement d'un corps céleste. Alors, on a beaucoup parlé de Mars, par exemple. Est-ce qu'on peut rendre Mars habitable? Mais déjà, est-ce qu'on va pouvoir laisser notre planète Terre habitable et pour combien de temps? 25 ans, a priori. L'humain augmenté, deuxième couche. J'ai parlé des prothèses avancées et les NBIC ont développé toute cette partie d'interface cerveau-machine qui font que maintenant on n'aura plus besoin de clavier, de souris, mais qu'on pourra dialoguer directement, dialoguer, être en interaction avec des dispositifs numériques par les ondes cérébrales. Ce qui nous amène à ce grand mot, le transhumanisme que moi je vois comme le côté obscur de la force, puisqu'en fait c'est mettre la transtechnologie au travers d'êtres humains individuels et non pas au travers du transpersonnel. C'est-à-dire le transpersonnel, après le transdisciplinaire, le transtechnologique, c'est ce qui est entre au-delà, à travers au-delà des personnes, c'est-à-dire pour moi cette conscience de l'humanité dans ce qu'elle a au contraire de plus clair, de plus beau en termes de solidarité, d'interaction, d'interculturalité, etc. Donc, pour conclure, l'importance de ces enjeux éthiques et sociaux, la fracture numérique, le transhumanisme ne concernera que les élites les plus riches de cette planète, la protection des données et le vol des données, notamment le quantified self, hein, c'est-à-dire chaque fois qu'on est en interaction, on va nourrir des bases de données qui seront exploitées pour nous envoyer des publicité ciblée et ce genre de choses. Et finalement, quelle est la responsabilité des acteurs? Vous vous en souvenez, c'est pas très vieux, ça fait à peine 2 ans que les grands géants de la tech avaient demandé un moratoire sur l'IA, soi-disant pour pouvoir justement se confronter à ces enjeux éthiques et sociaux. En réalité, c'était bien évidemment pour essayer d'avancer ces pions le plus vite possible. La pression pour être le premier, winner takes all, hein, celui qui se présente sur le marché le premier aura la chance de le cannibaliser et de le verrouiller par rapport aux autres. Voilà ma dernière diapo. Quelle est l'articulation entre transdisciplinarité, trans-technologie? J'aurais pu rajouter aussi transpersonnel. Eh bien, ça nous
proche des questions éducatives, hein, quelle éducation technologique donner ou pas. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. J'ai proposé cet exemple de apprendre à coder pour comprendre ce que sont les algorithmes, comment ils fonctionnent. Donc, il ne s'agit pas dans l'optique transdisciplinaire et ce premier axiome de tiers inclus, c'est pas on exclut une option par rapport à l'autre, c'est pas ou pas du tout de numérique ou bien que du numérique, c'est de façon raisonnée par rapport à l'intention et aux objectifs et à la conscience qu'on a de ce qu'on fait, comment on peut articuler des moments avec du numérique et d'autres sans numérique. Ça nous amène, c'est donc un choix politique. Il y a eu ce grand mythe d'une démocratie numérique permettant une gouvernance participative. Où est-ce qu'on en est réellement par rapport à ça? Cette notion a au moins une dizaine d'années, la démocratie numérique. Si on regarde toutes les élections en cours et leur évolution au niveau mondial, on est bien obligé d'admettre que pour l'instant, c'est le technofascisme, hein, plutôt qui remporte la donne. Et ce serait important de s'intéresser pourquoi, comment ils y arrivent, puisque la plupart du temps, il est dit que ce sont les réseaux sociaux qui vont piloter finalement les choix électoraux. Et je termine avec cette question d'un humanisme technologique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment possible encore maintenant de mettre la technologie au service de l'humain et non pas l'inverse? Est-ce que les valeurs humanistes peuvent encore rejoindre le haut du panier? Et est-ce que cela peut se faire sans la prise en compte de la nature, dont j'ai rappelé l'importance tout à l'heure?